Merci beaucoup à Jean-Marie pour la transition. Enfin, Jean-Marie qui a beaucoup parlé d'économie aussi, en fait, hein, Oui. parce que la question de la publicité, des recettes publicitaires des journaux, fondamentalement, c'est des questions d'économie des médias. Mais ce sur quoi je veux insister ici, c'est plutôt les problèmes de propriété et de gouvernance. Je pense que je vais être rapide sur le constat, pour pas que tout le monde aille se pendre en sortant de cette salle. Quand j'ai décidé d'écrire ce livre, Patrick Drahi n'avait pas encore racheté ni Libération, ni l'Express, ni BFM TV, ni RMC, sachant que j'ai rendu mon livre à l'éditeur en novembre 2014. C'est pour vous montrer l'accélération qui s'est passée en termes de concentration dans les médias. Et finalement, le modèle qui m'inquiétait en France, c'était Xavier Niel, qui avait racheté en particulier Libération et le Nouvel Observateur. Et ce qui est bien avec Patrick Drahi, c'est qu'il a fini par me rendre Xavier Niel sympathique. Parce que c'est ce qui est un exploit, mais parce qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. C'est qu'au moins, enfin, le trio qu'on appelle BNP, Berger, Niel, Pigas. Maintenant, je précise parce qu'en cours, je disais BNP. Donc après, j'ai eu des copies où tous mes étudiants m'ont raconté que les médias avaient été rachetés par des banques et je ne comprenais pas pourquoi. Donc Berger, Niel, Pigas qui ont racheté ensemble Le Monde, l'Obs, sachant que Pigas c'est actionnaire à titre personnel des Inrock, de Radio Nova, et qui sont tous les trois à chercher l'opportunité de pouvoir racheter soit LCI, soit iTélé, une chaîne d'information en continu. Au moins dans les deux cas, si vous regardez au Monde comme au Nouvel Observateur, quand ils en sont devenus actionnaires, bon, forcément il y a eu une clause de cession, donc il y a eu quelques départs, mais en termes de masse salariale et de nombre de journalistes, dans les deux cas c'est resté à peu près stable. Donc au moins dans la balance entre quel est le prix de l'indépendance versus peut-être ces nouveaux actionnaires viennent nous sauver parce que le journal courait à la faillite, au moins on voit une certaine préservation du travail de journaliste. Alors que lui, Patrick Drahi, on ne peut pas le présenter comme un sauveur, puisqu'aussitôt arrivé à Libération, il a fait partir un tiers de la rédaction. Puis il a dû se dire que les économies n'étaient pas suffisantes, puisqu'à l'Express, il en a fait partir la moitié. C'est là où je dis qu'il m'a rendu sympathique Xavier Niel, puisqu'on pouvait voir qu'on pouvait faire bien pire. Il y a quelque chose sur lequel je veux insister, parce que en termes de constat, c'est vraiment essentiel. Et vous l'avez très bien introduit avec votre deuxième citation de tout à l'heure. C'est qu'il y a une vraie différence. Il y a pas mal de gens qui disent que finalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un retour de la concentration, qu'on a vu un paysage médiatique, notamment français, extrêmement concentré, qui avait un peu explosé, avec notamment, entre autres, l'explosion de l'Empire Hersan au tournant de la décennie 2000, qui est en train de se reconcentrer. Il y a une vraie différence entre ce qui s'est passé jusqu'au tournant des années 2000 et ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'avant, on avait des patrons de médias qui étaient des patrons de presse. Et d'ailleurs, la presse française était principalement possédée par de grandes familles. Et la dernière, finalement, une des dernières à disparaître, c'est la famille Amaury, avec le rachat du Parisien par Bernard Arnault. Je ne suis pas forcément fan de ces familles ou de ces personnages qui possèdent la presse, et ça n'a pas toujours été le cas non plus. Je veux dire, un Dassault, les médias, ce n'est pas son principal secteur d'activité. Mais historiquement, on a eu des familles qui possédaient la presse, et c'était aussi le cas aux États-Unis. Le Washington Post, c'était une grande famille de médias, qui parfois avaient des opinions politiques très marquées. Mais on savait de quel point de vue on allait lire. Quand je lis Le Figaro, je m'attends à avoir des nouvelles, de bonnes nouvelles de Nicolas Sarkozy en une, et ses affaires judiciaires au fin fond de la dernière page, si toutefois ils en parlent. Et finalement, je ne peux pas tellement le reprocher au Figaro, parce que c'est un journal marqué à droite, tout comme Libération ou l'Humanité, de manière différente, vont s'assumer marqués à gauche. Un repère Murdoch, qui n'est pas non plus particulièrement un modèle comme patron de presse, mais c'est un homme de médias qui a des médias en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Il a toujours fait de la politique assez ouvertement. Fox News, c'est une chaîne ouvertement républicaine, et lui-même, comme milliardaire, il a toujours financé des partis politiques. Moi, ce qui m'inquiète plus d'une certaine manière avec ces nouveaux actionnaires, donc en France, on a les géants des télécommunications, Xavier Niel, Patrick Drahi. L'exemple le plus frappant aux États-Unis, c'est Jeff Bezos, fondateur, actionnaire majoritaire d'Amazon, qui a aussi racheté à titre personnel, mais à 100% le Washington Post.
c'est que finalement, ce sont des actionnaires qui se préoccupent assez peu de politique, d'une certaine manière. Donc, peu leur importe d'avoir un président républicain ou démocrate. Alors, en France, maintenant, on doit dire républicain ou socialiste, je ne sais pas. Enfin, de droite ou de gauche. Ce qui leur importe, c'est de ne pas avoir de régulation. Parce qu'en fait, ce qui leur importe, c'est que le secteur des télécommunications, qui dépend normalement fortement de la régulation de l'État, le soit le moins possible, ou que le secteur du e-commerce, on puisse laisser Amazon être en position de monopole un peu partout dans le monde. Donc c'est vrai que c'est là où on voit vraiment l'emprise du pouvoir de l'argent, parce que c'est des gens qui vont arroser partout. Et donc finalement, pour eux, peu leur importe que ce soit un député de droite ou de gauche, ce qu'il leur faut, c'est le pouvoir d'influence de leurs journaux. Et ça, c'est beaucoup plus pervers, parce que c'est beaucoup moins lisible. C'est-à-dire que si je lis Libération ou Le Monde, comme lecteur extérieur, sauf à être spécialiste ou particulièrement intéressé dans ce secteur, je ne vais pas forcément savoir que la source de revenus principale des actionnaires qui possèdent ces médias, ce sont le secteur des télécommunications. Donc je ne vais pas anticiper le biais. Donc je ne vais pas réajuster ma lecture pour corriger ce biais-là. Et ça, c'est particulièrement inquiétant, d'autant que aujourd'hui, on peut faire son marché sur le secteur des médias à très bas prix. Ça ne coûte plus rien, un journal. Je veux dire, pour vous donner un chiffre, alors après on peut dire que Claude Perdriel a toujours été un peu fou dans sa manière de racheter les choses, mais le Nouvel Observateur a été revendu à un prix moindre, par l'ensemble du groupe Le Nouvel Observateur, que le prix auquel Claude Perdriel avait racheté Rue 89. C'est-à-dire que Claude Perdriel, à la tête du Nouvel Observateur, avait racheté Rue 89 pour presque 10 millions d'euros. Il vend le groupe, le Nouvel Observateur, avec le Nouvel Observateur, Rue 89 et d'autres titres, à beaucoup moins que 10 millions d'euros, sachant qu'il paie en plus de sa poche la clause de cession. Ça coûte plus rien de faire son marché des médias. Moi, ça m'inquiète quand on voit ensuite Xavier Niel, Mathieu Pigasse, Clapton monter un fonds d'investissement à hauteur de 500 millions d'euros pour racheter des médias. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on rentre dans cette logique-là. Normalement, il y a quelque chose à vendre, on cherche un actionnaire. Là, on a des actionnaires qui réunissent du capital pour racheter quelque chose qui n'est pas à vendre. 500 millions d'euros, ils peuvent acheter l'intégralité de la presse française, d'opinion, puis quelques chaînes d'information, ça coûte pas cher non plus, voire même Europe 1 si c'était à vendre. Mais a priori, Lagardère a décidé de le garder, plus des médias à l'international. Et ça, c'est ce qui rend le paysage relativement inquiétant. Alors du coup, comme je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste, je vais vous présenter quelques solutions, sachant toutefois que dans le panorama que je vais vous présenter, il y a quelque chose qui me rend plutôt pessimiste. Quand j'ai publié ce livre, moi je m'étais dit, tiens, autant sortir un livre rouge sous un gouvernement socialiste. Il y a peut-être quelque chose à faire, je vais aller parler au ministère de la Culture, je vais aller parler aux régulateurs, aux députés. Finalement, on va peut-être réussir à changer les choses. On n'est pas avec un gouvernement qui est très apte à réguler le secteur des médias, à limiter la concentration et même à protéger l'indépendance des journalistes. Ceci mis entre parenthèses, ça n'empêche pas qu'il faut mettre des propositions sur la table pour essayer de défendre des régulations différentes dans le futur. Il y a beaucoup de modèles alternatifs pour la propriété des médias. Moi, j'en défends un qui repose principalement sur davantage de pouvoir pour, d'une part, les journalistes. D'ailleurs, les journalistes entendus au sens large, je pense l'ensemble des employés des médias, et d'autre part, pour les lecteurs. Je voudrais simplement, comme une parenthèse, dire pourquoi ce que je vais vous présenter, c'est pas le modèle de la SCOP, parce que finalement, ça serait une possibilité de réintroduire davantage de démocratie dans le secteur des médias. Historiquement, on a eu beaucoup de médias, pas qu'en France, beaucoup au Canada aussi, et un peu aux États-Unis, qui ont pris la forme de SCOP. En France, à l'exception d'Alternative économique, qui est toujours une SCOP aujourd'hui, qui souffre, qui est en difficulté financière, mais qui est une SCOP, ça a été dans l'ensemble un échec. Pour une raison que vous allez comprendre assez vite, je pense, c'est qu'à un moment donné, les médias, surtout dans l'univers que Jean-Marie a très bien décrit, qui fait qu'il faut trouver davantage de capital pour innover, pour se développer dans le monde numérique, ils ont eu besoin de lever plus de capital, notamment parce qu'ils n'avaient pas constitué suffisamment de fonds propres. Sauf que quand vous êtes une SCOP, d'après vos statuts, vous ne pouvez pas être possédé pour plus de moitié par des actionnaires qui ne sont pas vos employés. Et finalement, il va y avoir des limites à combien un actionnaire peut investir dans les médias, parce que malheureusement, les employés, ils n'ont pas, comme les milliardaires dont on discutait tout à l'heure, des poches sans fond. D'ailleurs, ça explique en partie pourquoi Alternative économique
est la seule scope à avoir survécu en France dans le secteur des médias, c'est qu'Alternative économique est un média qui s'est lié les mains dès le départ dans ses statuts. En écrivant dans ses statuts que ce média devait réinvestir au moins un tiers de ses profits. Donc c'est un média qui, en se liant les mains dès le départ, en réinvestissant une partie de ses profits, finalement s'est forcé lui-même à se constituer des fonds propres relativement importants. Moi, je pense que fondamentalement, si on ne veut pas de milliardaires qui sortent leur chéquier et font des chèques pour acheter des médias, il faut trouver de l'argent ailleurs. La meilleure manière de lever de l'argent ailleurs, c'est de faire appel aux lecteurs. L'humanité, alors je vais vous parler de crowdfunding, financement participatif, c'est l'heure d'Internet. Alors tout le monde aime bien dire crowdfunding parce que ça fait très moderne quand on parle en anglais, mais finalement des journaux comme l'Humanité ou le Monde diplomatique ont fait ça très tôt et ont longtemps fait appel à la générosité de leurs lecteurs. C'était sous forme de souscription, d'appel à abonnement. C'est facilité aujourd'hui avec des développements comme Presse et Pluralisme, qui permet de faire des dons au journal de manière défiscalisée. Donc avec Presse et Pluralisme, vous pouvez faire un chèque fléché à l'Humanité. Donc ça va vous permettre de bénéficier des réductions fiscales liées au mécénat et d'apporter votre soutien à l'Humanité. Aujourd'hui, on peut le faire de manière plus simple, on va dire, avec l'ensemble des plateformes qui se sont développées de crowdfunding, donc financement participatif. Littéralement, c'est le financement par la foule. On en connaît un certain nombre en France. Alors, il y a KissKissBankBank, il y a Ulule. Surtout, je veux souligner un certain nombre de succès. Nice Matin, qui a encore 2 ans était au bord de la faillite, d'ailleurs qui a fait faillite et est passé au tribunal. Il y avait différentes offres de reprise sur Nice Matin, dont une portée par les employés du journal qui voulaient le reprendre sous la forme de coopérative. Les employés du journal étaient prêts à mettre la main à la poche, mais ils n'avaient pas suffisamment de capital pour reprendre Nice Matin, donc ils ont fait appel sur une plateforme de financement participatif à la générosité de leurs lecteurs. Et ça a relativement bien marché, puisqu'ils ont réussi à obtenir beaucoup plus, et c'est quelques centaines de milliers d'euros. Ils ont réussi à obtenir beaucoup plus que ce qu'ils avaient demandé. Il y a plein d'autres exemples. Terra Eco. Alors Terra Eco, ils viennent de faire faillite. Alors du coup, maintenant, tout le monde me dit que c'est un mauvais exemple. Mais n'empêche, quand ils ont fait leur campagne de crowdfunding, ça a réussi. Et en à peine quelques jours, ils ont réussi à lever plus de 100 000 euros à travers une campagne de financement participatif. Ils étaient en difficulté financière. L'an dernier, Alternative économique a fait appel au même principe. Ça a réussi. En novembre, Mediapart et Arrêt sur Image, on pourrait en parler pendant des heures, du fait qu'ils ont été injustement alignés par le fisc. À Bercy, on pourrait parler pendant des heures aussi du fait que la procédure de Bercy a débuté le jour même où Mediapart publiait les documents sur Cahuzac. Mais bon, ça c'est sans doute une parenthèse. Ils ont fait appel à la générosité de leurs lecteurs et ils ont levé plusieurs dizaines de milliers d'euros par le financement participatif en quelques heures. Un autre exemple, c'est un nouveau média, Les Jours, qui est un média en ligne, sans publicité, derrière un mur payant. Ils ont levé 80 000 euros dans leur campagne de financement participatif. Donc on voit, quand on fait appel à la générosité des lecteurs, ça marche plutôt très bien. Avec cette limite que 80, 100 000, voire 200 000 euros, c'est pas suffisant pour créer un nouveau média. Pour vous donner une ordre de grandeur, si vous voulez créer un nouveau média relativement petit, avec une rédaction d'environ 10 personnes, et que vous pensez devenir rentable au bout de 3 ans, il vous faut trouver entre 2 et 4 millions d'euros. Donc même si vos journalistes sont généreux et sont prêts à mettre la main à la poche, même si vous faites une campagne de financement participatif qui est un succès, vous dépasserez difficilement les 1 million d'euros. Une alternative à laquelle je croyais beaucoup, mais finalement en mettant la main à la pâte, je m'aperçois que c'est plus difficile que prévu, c'est de faire du crowdsourcing. Le crowdsourcing, c'est plus comme sur une plateforme de financement participatif où vous faites un don à un journal. Là, vous devenez actionnaire d'un journal. Donc il y a un ticket d'entrée. Donc si vous faites du financement participatif, vous pouvez donner 5 euros, 10 euros, des petits montants. Si vous faites de l'investissement participatif, c'est au moins 1 000 euros. Donc il y a un petit ticket d'entrée, donc c'est relativement plus coûteux, donc ça permet de toucher un nombre plus réduit de personnes. Mais c'est une manière de lever de l'argent aussi auprès d'un grand nombre d'actionnaires de manière plus diversifiée. Donc encore une fois, moi je pense que pour faire un média qui soit un média indépendant, mieux vaut 1000 personnes qui donnent 1 000 euros qu'un millionnaire qui va faire un chèque d'1 million dès le départ.
Alors, il y a plein de plateformes qui sont en train de se développer de crowdsourcing en France, et moi j'y croyais beaucoup. Sauf que l'expérience des jours, par exemple, révèle que c'est beaucoup plus difficile qu'escompté, parce que malheureusement, contrairement au financement participatif, et finalement ça dit beaucoup sur la psychologie des gens, sur les plateformes de financement participatif, vous n'avez rien en retour, et pourtant les gens donnent beaucoup. Ce qui va sur les plateformes de crowdsourcing, d'investissement participatif, vous vous rendez compte qu'en fait, ce sont des gens qui cherchent à défiscaliser leur ISF pour la plupart, ou qui cherchent à faire un bon coup, un effet de levier, des retours sur investissement de l'ordre de 15 à 20%. Donc pour la première raison, en général, ils ne sont pas exactement prêts à financer des médias marqués à gauche, comme Les Jours, qui est un média qui est part d'anciens journalistes de Libération. Et pour la deuxième raison, ils ne sont pas prêts à financer des médias tout court, parce qu'un retour sur investissement de 20% aujourd'hui dans le secteur des médias, c'est plutôt difficile. Donc où on en est dans ce cas-là? On veut lever de l'argent de manière participative, mais il vous faut trouver 3 ou 4 millions. Vous faites appel à vos lecteurs et à vos employés, vous arrivez à 1 million, il vous en manque quand même un peu. Si on était dans un monde qui ne marchait pas sur la tête, la Banque publique d'investissement en France vous prêterait de l'argent, mais elle ne le fait pas. Il n'y a pas un média qui a réussi à trouver de l'argent auprès de la Banque publique d'investissement. Ils ont beau dire, dès que vous allez à une conférence, la BPI dit je vais financer des projets innovants, mais de facto, Jean-Marie, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, ils ne financent pas d'incubateurs, ils ne financent pas de start-up, ils ne financent pas de médias qui se lancent. Et les banques, si vous arrivez avec un dossier d'investissement dans le secteur des médias, elles tendent à être plutôt frileuses, vous n'y arrivez pas. Et on se retrouve avec un média indépendants comme Les Jours, avec des anciens journalistes de Libération, comme les Garibert, qui ne sont pas partis de Libération parce qu'ils en ont été virés. Je veux dire, Libération aurait gardé les Garibert, mais parce qu'ils voulaient retrouver leur indépendance et pas travailler pour un Patrick Drahi, qui font appel à des actionnaires et qui se retrouvent dans leur structure d'actionnariat de premier tour de table, avec Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Alors ils vont dire qu'ils sont extrêmement minoritaires au capital, mais vous voyez, on rentre dans cette espèce de cercle complètement vicieux, vous faites tout pour lever de l'argent de manière indépendante, et puis à l'arrivée, vous devez aller voir la liste. Alors ça, je la connais par cœur pour avoir beaucoup discuté avec des journalistes et les aider à lever un média. Il y a 10 noms auxquels vous pouvez faire appel, vous êtes sûr d'avoir un chèque. Mais la question, c'est ce que ça coûte en termes d'indépendance des journaux. Et de ce point de vue-là, dans mon livre, je me suis dit, peut-être qu'on a besoin du capital de ces actionnaires extérieurs, qu'on ne peut pas faire autrement. Mais dans ce cas-là, il y a une chose qu'il faut faire dès le départ pour garantir l'indépendance des journalistes et préserver le fonctionnement démocratique du média, c'est limiter leur pouvoir. Et ça, c'est vraiment le principe de la société de médias à but non lucratif que je présente dans mon livre. C'est à but non lucratif, et de ce point de vue-là, ça fonctionne comme une fondation. Le capital que vous avez donné, il est gelé. Vous ne pouvez pas le récupérer. Et il n'y a pas de versement de dividendes. Donc il n'y aura pas une recherche de rentabilité à court terme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité commerciale. Ça ne veut pas dire qu'un média doit perdre de l'argent. Je vais être vraiment attentive là-dessus parce qu'il y a des gens qui l'interprètent mal. Il y a des journalistes qui me disent « mais moi, je fais mon journal, c'est pas pour devenir riche, mais je trouve quand même qu'un journal, une des conditions de l'indépendance, c'est justement qu'il gagne suffisamment d'argent pour survivre. » La société de médias à but non lucratif, vous pouvez gagner énormément d'argent. L'idée, c'est de réinvestir l'argent dans le bon fonctionnement du journal, de le réinvestir pour réembaucher des journalistes. Et pour faire le lien avec ce que nous a dit Jean-Marie tout à l'heure, la chute abyssale du nombre de journalistes aux États-Unis, sur les 15 dernières années, en presse quotidienne, c'est moins 20 000 journalistes. Ils sont passés de 55 000 à 35 000 en presse quotidienne. C'est gigantesque. Ils ont commencé cette chute quand les médias étaient encore rentables. Sauf que les journaux aux États-Unis, et ça on a eu la bonne idée de l'éviter en France, sont cotés. Ils sont en bourse. Le New York Times, c'est en bourse. Quand vous êtes en bourse, vous avez une obligation de rentabilité par rapport à vos actionnaires. D'ailleurs, c'est encore plus contraignant aux États-Unis qu'en France, parce que c'est marqué dans le droit américain. Dans le droit américain, un actionnaire peut attaquer du coup un média, mais une entreprise en général, au titre que cette entreprise n'a pas maximisé ses dividendes. Donc vous voyez l'espèce de tension fondamentale entre d'une part la maximisation de ce que devrait faire un média, maximiser la qualité de l'information qu'il donne à lire à ses lecteurs, et cette volonté de maximiser les profits, parce que si vous voulez maximiser les profits, là il n'y a pas besoin d'une thèse en économie, la manière la plus simple de faire c'est diminuer les coûts.
Et donc, typiquement, vous licenciez des journalistes et on sait pondre de la copie à bas coût. Ça, c'est pas très compliqué. La question, c'est comment faire une information de bonne qualité sans journaliste. Et ça, on ne sait pas faire et c'est plutôt tant mieux. Parenthèse mise à part, c'est pour ça que la société à but, la société de médias à but non lucratif est à but non lucratif, parce que je pense que pour produire un bien public comme l'information, mieux vaut vouloir maximiser la qualité de l'information que les dividendes. Ça ne veut pas dire qu'il faut perdre de l'argent, ça veut juste dire qu'il faut réinvestir les bénéfices. Alors, l'autre chose qui caractérise la société de médias à but non lucratif, c'est cette idée d'avoir un actionnariat multiple, en particulier de journalistes et de salariés. Le financement participatif, il y a cette chose complètement paradoxale. On appelle ça participatif, mais ça n'est pas du tout. Je ne sais pas si vous avez déjà donné sur une plateforme de crowdfunding, de financement participatif, mais justement, vous donnez sans rien en échange. Donc, on ne crée même pas une communauté de lecteurs, on ne crée pas une société de lecteurs, on ne crée pas une société d'amis de journal, on demande aux gens de faire un chèque en blanc. Moi, ce que je pense, c'est que quand les lecteurs donnent à un journal, ils doivent devenir actionnaires, c'est-à-dire avoir un certain pouvoir de décision. On ne devient pas actionnaire pour maximiser ses dividendes, puisque c'est à but non lucratif, on n'en a pas, mais pour avoir son mot à dire, pour réintroduire un peu de démocratie, et typiquement pour certaines dérives qui caractérisent même les journaux de qualité aujourd'hui en France. Par exemple, le recours massif à la publicité native, pour le dire autrement, on pourrait appeler ça le publi-reportage. Je trouve que ça ferait du bien de temps en temps d'avoir un certain nombre de lecteurs ou quelques représentants des sociétés des amis de lecteurs au conseil d'administration des journaux. Donc déjà, c'est de faire de chaque lecteur qui investit, qui donne au journal, un actionnaire avec des droits de vote. Et de même pour les salariés. Et ces actionnaires, il faut aller plus loin que juste leur donner des droits de vote. Il faut leur donner des droits de vote qui augmentent plus vite que leur rapport en capital. Il faut maximiser leur pouvoir. Parce qu'en fait, ils ne pourront jamais avoir beaucoup de capital. On a vu pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas des poches sans fond et que ça coûte cher de faire un média de qualité. Donc il faut maximiser leurs droits de vote. Et en retour, les plus gros actionnaires, par exemple au-dessus de 10% du capital, vous limitez leurs droits de vote. Vous pouvez dire au-dessus de 10% du capital, les droits de vote n'augmentent plus que pour un tiers avec chaque apport supplémentaire. Alors là, vous pouvez bondir et me dire que c'est infaisable. Je vais vous expliquer que c'est tout à fait faisable. Et d'ailleurs, c'est faisable dans le système capitaliste actuel très facilement. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les deux actionnaires de Google quand ils ont introduit Google en bourse. Et on ne peut pas vraiment dire que c'est conduit l'entreprise à la faillite. On fait deux classes d'actions. On fait des actions de classe A, à droit de vote simple. Et on fait des actions de classe B, à droit de vote multiple. C'est du droit des entreprises de base. Vous avez ça pour énormément de journaux. C'est comme ça que les journaux américains ont été introduits en bourse. Les familles qui ont introduit en bourse ces journaux américains, elles ont pris pour elles des actions de classe B, 10 droits de vote pour une action, et elles ont mis en bourse des actions de classe A, un droit de vote, une action. Google, c'est comme ça que les deux fondateurs de Google, qui sont extrêmement minoritaires au capital, sont toujours majoritaires en droit de vote. On pourrait avoir un système relativement simple à mettre en droit, puisqu'en fait c'est du droit des entreprises françaises, avec, si vous êtes en dessous de 10% du capital, en général vous serez bien en dessous, des petits actionnaires, vous, moi, des lecteurs, des salariés, des journalistes, vous avez des actions de classe B, une action 10 droits de vote, et puis à partir de 10% du capital, vous n'avez plus le droit qu'à des actions classe A, une action, un droit de vote. J'ai encore 2 minutes 5-6 minutes. Ah bah alors j'ai le temps déjà de vous prouver que c'est pas complètement infaisable. Alors comment on fait ça Je pense qu'il y a deux questions. La première question, c'est comment on transforme les médias existants. Et puis comment on fait émerger des nouveaux médias. Vous allez me dire pourquoi Patrick Drahi, Xavier Niel, etc. accepteraient, alors qu'ils peuvent avoir tout le capital et tout le pouvoir, de perdre une partie du pouvoir associé à leur capital. Alors la réponse naïve, c'est de dire, puisqu'ils prétendent, Pierre Berger, n'en avoir rien à faire du pouvoir, même si certaines de ces déclarations concernant les écrits de ces journalistes laissent à penser le contraire, mais en tout cas c'est ce qu'ils prétendent, dans ce cas-là, qu'ils fassent preuve de bonne volonté. Finalement, c'est un peu mettre ses actes en cohérence avec ses paroles. Ça, c'est la preuve naïve. À vrai dire, pour avoir parlé avec certains de ces grands actionnaires milliardaires, je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils soient convaincus de la nécessité de sacrifier une partie de leur pouvoir. Il y a une approche beaucoup plus réaliste qui s'appelle le bâton et qui dit qu'on a énormément d'argent qui est dépensé en termes d'aide à la presse en France aujourd'hui.
et que perdre ces aides à la presse, ça coûte très cher à un certain nombre de ces médias. Je pense qu'on a trop souvent pensé les subventions aux médias, pour le coup, par support, c'est-à-dire presse écrite, radio, télévision, qu'il faut abandonner cette approche par support, qu'il faut avoir une approche beaucoup plus transmédia, qu'il faut peut-être essayer de moins tout focaliser sur quelle catégorie relève de l'information politique et générale versus quelle catégorie relève de la culture et du savoir. Où est la frontière entre les médias qui sont d'information, qui ne sont pas d'information. Mais par contre, focaliser les critères de distribution de l'aide en fonction de l'indépendance des journalistes et de l'indépendance des médias. Si vous voulez recevoir de l'aide de l'État, alors vous devez donner des critères, des garanties d'indépendance de vos journalistes. Si après tout vous voulez être un patron tout-puissant et faire ce que vous voulez de votre journal, c'est votre droit, mais dans ce cas-là, on ne peut pas considérer que vous êtes actionnaire d'un média qui produit du bien public, vous êtes actionnaire d'une entreprise qui produit du bien privé, en général pour votre bien-être ou le bon fonctionnement de vos affaires. Il n'y a pas de raison que l'État subventionne cette production de biens privés. Par contre, si vous acceptez de prendre le statut de société de médias à but non lucratif ou de fonds de dotation, là, vous aurez le droit aux différents montants d'aide à la presse. On a cette arme massive, parce que c'est un instrument important, les aides à la presse aujourd'hui en France, pour obliger, d'une certaine manière, les médias à se réformer. Et je trouve que c'est dommage que cet instrument-là, on ne l'utilise pas davantage. Je veux dire, on en est quand même arrivé à un point où un média comme Mediapart a réussi à faire changer la loi pour quand même quelque chose qui paraît plus que logique, c'est-à-dire mettre de la TVA à 2,1%, que vous produisiez de l'information en ligne ou de l'information sur papier. D'ailleurs, ils avaient tellement raison qu'on a changé le droit français. Mediapart, ils avaient mis de côté la TVA qu'ils n'ont pas payée à l'époque où ils devaient la payer. Donc c'est ça, ils étaient prêts à le rembourser. On leur a quand même mis une amende qui double le montant de ce qu'ils devaient au fisc. Donc on avait un média indépendant qui gagnait de l'argent, qui avait plus d'1 million de fonds propres de côté, qui voulait passer en statut de fondation, qui voulait même financer d'autres médias indépendants en Europe, qui est près de la faillite aujourd'hui en France, parce qu'on lui impose une amende fiscale. Et d'un autre côté, vous avez Patrick Drahi qui offre Libération et l'Express avec des abonnements à SFR, avec en grande partie derrière la tête une manip fiscale qui consiste à dire un abonnement à SFR, alors je vous la fais de manière avec des chiffres qui tombent rond, un abonnement à SFR, disons que c'est 100 €, 100 € avec 20% de TVA, c'est 20 € de TVA à payer pour Patrick Drahi. Maintenant, vous prenez le même abonnement à SFR qui coûte toujours 100 €, mais là, Patrick Drahi, littéralement du jour au lendemain, vous dit, en fait, dans la valorisation de cet abonnement à SFR, il y a 50 € de Libération et de l'Express. Libération et l'Express, c'est de la presse, TVA à 2,1%, donc il paie 20% de TVA sur 50 € et 2,1% sur 50 €. Et il a littéralement réduit de plus d'un quart les montants qu'il doit au fisc. Donc je veux dire, on est quand même rentré dans cette situation complètement paradoxale. On est prêt à subventionner des opérateurs télécoms qui quand même, je pense que même les journalistes de Libération et l'Express seraient prêts à dire qu'être donnés comme un cadeau dans un paquet bonus dévalorise un peu leur argent. Et on veut faire payer des amendes fiscales gigantesques à un média indépendant comme Mediapart. Le dernier point que je veux souligner, c'est comment on fait pour les nouveaux médias qui veulent se créer. Où peuvent-ils lever du capital aujourd'hui ? Et ça, c'est vraiment extrêmement compliqué si d'un certain côté, on n'utilise pas l'outil subvention de gouvernement et on n'utilise pas l'outil fiscal. Ça m'attriste quand je vois ces médias qui se créent de manière indépendante, qui se créent avec des statuts relativement contraignants pour augmenter les droits de vote des journalistes, voire des lecteurs, et diminuer les droits de vote des plus gros actionnaires extérieurs, et qui finalement doivent reculer lors des premiers tours de table sur ces statuts-là, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à lever de l'argent. Ils vont voir les grands actionnaires extérieurs, ils font oui, d'accord, mais moi, je ne veux pas avoir mes droits de vote minimisés, et donc ils sont obligés de finir par céder, sinon ils ne peuvent pas faire leur travail de journaliste. Moi, je pense que fondamentalement aujourd'hui, et ça, je ne l'ai pas écrit dans mon livre, parce que c'est quelque chose dont je me suis vraiment aperçu durant l'année qui vient de s'écouler, pendant laquelle j'ai essayé d'aider un certain nombre de journalistes à créer leurs médias, à lever de l'argent. Et je pense que de facto, de temps en temps, de sortir de l'université, ça fait du bien de mettre les mains dans le cambouis, parce qu'on voit l'éloignement en fait, entre ce qu'on peut proposer théoriquement et ce qu'on peut faire réellement. Ils n'arrivent pas à boucler leur tour de table avec des statuts contraignants sur les actionnaires extérieurs. Moi, je pense
qu'il faut refondre les aides à la presse et qu'il faut mettre en place un fonds de soutien public aux médias auquel vous pourriez emprunter de l'argent à un taux d'intérêt bas. Et quand je dis bas, en fait, potentiellement 0%, sur une durée longue. Ce qui veut dire, en gros, vu l'état des médias aujourd'hui, de 3 à 5 ans, pour avoir une chance petite d'être rentable et d'être un succès. Et que ce fonds doit être réservé aux médias qui produisent de l'information de manière indépendante, c'est-à-dire que dès le départ, ils se soient liés les mains sur le pouvoir des gros actionnaires extérieurs et donner suffisamment de droits de vote aux journalistes et aux salariés, ainsi qu'aux lecteurs. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel, surtout quand on voit l'échec, en tout cas pour les médias, d'institutions comme la Banque publique d'investissement, qui va justement ne pas investir dans les médias exactement pour la même manière dont les actionnaires qui vont sur les sites de crowdsourcing n'investissent pas dans les médias, parce qu'ils disent en fait les médias, c'est pas un secteur si innovant, même si vous voulez faire un site internet, c'est pas innovant, il n'y a pas de retour sur investissement suffisant, donc il n'y a pas de raison qu'on prête de l'argent à ces entreprises-là. Moi je pense qu'il faut prêter de l'argent aux médias, pas parce que ce sont des entreprises innovantes, mais parce qu'elles produisent de l'information, que cette information, on en a besoin pour le bon fonctionnement de nos démocraties, et que si on continue sur le chemin dans lequel on est rentré aujourd'hui, je veux dire, on est quand même arrivé aujourd'hui dans une situation, et si vous vous souvenez, historiquement, c'est quand même une sacrée ironie, où comme seul, Mediapart mis à part, comme seul exemple de médias indépendants en France, aujourd'hui on a La Croix et l'Humanité. Je veux dire, si on avait cité La Croix comme exemple de médias indépendants il y a 40 ans, tout le monde aurait bondi. Je veux dire, c'était l'anti-média indépendant, La Croix. Je veux dire, si on prenait un exemple de médias qui n'étaient pas indépendants en France, c'est La Croix. Ils n'ont pas changé de structure capitalistique, La Croix. Tout le reste a tellement changé autour d'eux que si on réfléchit à un média indépendant aujourd'hui, on dit, il reste La Croix et l'Humanité. Ce qui m'inquiète, c'est que si on fait rien aujourd'hui, on se retrouve face au régulateur qui dit ah, mais on ne peut plus mettre de loi pour limiter la concentration parce que le secteur est tellement concentré qu'on a des médias trop puissants pour pouvoir venir les titiller. Ça va nous coûter trop cher en termes politiques. Et on a des gouvernants et des législateurs qui, d'une part, pour un certain nombre d'entre eux, se désintéressent des médias et d'autre part, les autres, ceux qui s'y intéressent, sont tétanisés. Ils sont tétanisés par les conséquences que pourrait avoir le fait de froisser un certain nombre de ces actionnaires. Et ben moi, je pense que c'est aussi aux citoyens de réagir, c'est aussi aux citoyens de se réapproprier le sujet, de le mettre sur la table et de réclamer une véritable réforme du secteur des médias. Merci.